8h34, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. C'est l'heure de notre grand rendez-vous politique. Avant vos réactions évidemment à 9h, 0826 300 300. J'accueille aujourd'hui Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise. Bonjour. Bonjour. Aurélien Taché. Évidemment, on va aborder avec vous cette marche pro-palestinienne en soutien donc aux Palestiniens à laquelle vous avez assisté ce week-end. Mais avant tout, on va voir un petit peu de plus près ce qui s'est passé ce week-end au Proche-Orient, puisque le conflit est entré dans sa deuxième phase. Tsahal a intensifié son incursion terrestre à Gaza ce week-end tout en poursuivant les bombardements. Benyamin Netanyahou prévient que la guerre sera longue, difficile, entre 6 mois et 5 ans, précise même Naftali Bennett. On rappelle le bilan des massacres, tout d'abord par le Hamas qui sont à l'origine de cette guerre, 1800 morts, 229 personnes toujours retenues en otage, 8000 morts côté palestinien selon un bilan du Hamas que l'on ne peut vérifier, on le rappelle. Croyez-vous, Aurélien Taché, encore possible un arrêt des combats dans un délai proche ? Écoutez, je sais que ce sera très difficile, mais nous n'avons pas d'autre choix que de tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas. Ce qui se passe en ce moment à Gaza est absolument terrible. Les bombardements, effectivement, vous l'avez rappelé, sont en train de s'intensifier. Ce sont d'abord des populations civiles qui meurent et non des combattants du Hamas. Ce sont finalement les otages israéliens qui sont sacrifiés aussi. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les familles de ces otages qui ont rencontré Benyamin Netanyahou et qui lui ont dit « Déjà, vous avez échoué à prévenir les attentats parce que vous avez préféré aller protéger les colons en Cisjordanie, colons qui aujourd'hui sont en train d'ailleurs de torturer des Palestiniens, de les chasser de là-bas, et maintenant vous préférez mener cette guerre plutôt que de libérer les otages, puisque le Hamas a fait savoir qu'ils étaient prêts à libérer tous les otages d'un coup, à condition d'une discussion sur les propres prisonniers palestiniens. Donc évidemment qu'il faut appeler à un cessez-le-feu, évidemment qu'il faut appeler finalement à stopper ce qui s'apparente de plus en plus à un nettoyage ethnique, ou sinon nous allons au-devant de difficultés encore plus graves. Effectivement, vous avez appelé les écologistes dans une tribune à un cessez-le-feu immédiat, rejoint d'ailleurs par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il rappelle une seconde fois, il l'avait déjà fait à ce cessez-le-feu. On négocie avec les terroristes du Hamas ? C'est un peu tout le sujet. Moi, dès le 7 octobre, j'ai bien dit que les actes commis étaient des actes terroristes, et je n'ai aucun problème à dire que le Hamas est un groupe terroriste. Mais si derrière, la conclusion doit être qu'il ne faut absolument discuter avec personne, sacrifier les otages et mener une guerre totale, un petit peu dans la lignée de celle qu'avaient finalement voulu mener les Américains au début des années 2000. On est dans la même logique, c'est-à-dire c'est cette logique un peu néoconservatrice qui consiste à dire voilà, l'Occident c'est le bien, le reste c'est le mal, et ça avait conduit à cette guerre en Irak, à laquelle d'ailleurs Dominique de Villepin, ministre français, s'était opposé, et à laquelle aujourd'hui aucun dirigeant politique français ne s'oppose sérieusement. Monsieur Macron nous parle d'une trêve humanitaire, mais enfin, il a été dès le lendemain des attentats du 7 octobre, signé avec les Américains, les Anglais et une poignée de pays les plus va-t-en-guerre, un communiqué qui disait soutien inconditionnel à la riposte israélienne, quelle qu'elle soit. Comment être audible aujourd'hui ? Comment finalement ne pas être complètement effaré par ce retournement des responsables politiques français qui suivent la ligne la plus dure et qui suivent finalement la ligne de Netanyahou et des faucons qui préfèrent la guerre à trouver des solutions de paix. Donc moi je suis pour tout ce qui va vers la paix, je suis pour un cessez-le-feu, je suis pour qu'on envoie les casques bleus de l'ONU, et je suis pour que finalement les otages puissent être libérés le plus vite possible et qu'on construise une solution à 2 États, parce que c'est la seule qui est viable. Aurélien Taché, est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République quand il dit l'État hébreu a le droit légitime à la défense, cette cause est juste, point final? Moi, je dis que l'État hébreu a le droit de se défendre contre le Hamas, qu'il a le droit de lutter contre le Hamas, mais que ça ne doit pas être à n'importe quel prix. Aujourd'hui, ça n'est pas ce qui est fait. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est de véritablement, encore une fois, je le redis, procéder à un nettoyage ethnique à Gaza. C'est aujourd'hui laisser les colons israéliens, les soldats israéliens torturés en Cisjordanie et mettre la France a condamné oui, c'est heureux. Les violences sur les colons en Cisjordanie. Mais elle l'a fait hier. C'est vrai que ça a pris du temps. Bon, voilà. Aujourd'hui, il faut rappeler que les Palestiniens en Cisjordanie trouvent des tracts sur leur pare-brise de voiture pour leur dire si vous ne quittez pas très vite le pays, vous êtes morts. Et pour aller où, en plus, on ne sait pas, parce que l'Égypte ne laisse pas passer les Palestiniens. Donc, qu'il y ait effectivement... Mais ça vous choque pas, ça, justement, que l'Égypte ne laisse pas passer les Palestiniens? Parce que c'est vrai que les pays arabes jouent un
Un jeu un petit peu hypocrite. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et évidemment, et un certain nombre d'entre eux, l'Arabie Saoudite au premier chef, avait sacrifié les Palestiniens en souhaitant normaliser sa relation avec Israël. C'est d'ailleurs une des raisons qui a dû pousser le Hamas à agir. Donc, encore une fois, combattre le Hamas, très bien, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est fait. C'est une guerre totale menée contre les Palestiniens. On voit bien que M. Netanyahou, qui a d'ailleurs toujours été, depuis 30 ans, qu'il est aux responsabilités en Israël, dans cette logique-là. Rappelons-nous que c'est M. Netanyahou qui, à l'époque, avait jeté M. Yitzhak Rabin à la vindicte, et M. Yitzhak Rabin avait été ensuite assassiné par l'extrême droite, a toujours été dans l'idée, il n'y aura jamais d'État palestinien. Et ce que veut faire M. Netanyahou aujourd'hui, c'est ancrer ça une bonne fois pour toutes, quitte à sacrifier les otages et les vies civiles en Palestine. Vous parlez de nettoyage ethnique, les mots sont forts, ils ont été d'ailleurs employés au cours de cette marche sur laquelle on reviendra samedi. Vous assumez ces propos et nettoyage ethnique? Je ne vois pas d'autres expressions quand effectivement on est dans des bombardements indiscriminés contre des populations civiles, quand on est dans un message qui est finalement quittez Gaza ou la Cisjordanie, sinon vous êtes morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire que finalement il y a la volonté de la part du gouvernement israélien actuel de dire aux Palestiniens, soit vous quittez votre terre, vos terres, soit nous vous tuerons. Donc c'est un nettoyage ethnique. Je ne vois pas d'autres expressions qu'on peut utiliser. C'est un peu la même logique. C'est pas ce que dit Israël. Israël exhorte les Palestiniens à se diriger vers le sud de pays. C'est vrai que la situation humanitaire est absolument dramatique. Et qu'ils ne seraient pas en sécurité non plus dans le sud du pays. Elle veut éradiquer le Hamas, qui lui veut éradiquer l'État d'Israël et les Juifs, ne s'en cachent pas. C'est indiqué dans la charte. Oui, bien sûr. Beaucoup commenté ça. Le Hamas est un mouvement génocidaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les actions qui sont menées en ce moment s'apparentent à un nettoyage ethnique, s'apparentent à ce que les Azéris, l'Azerbaïdjan a essayé de faire au Haut-Karabakh avec les Arméniens. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus voir de Palestiniens à Gaza et peut-être même en Cisjordanie. C'est à mon avis la volonté réelle aujourd'hui de Netanyahou et de ses alliés. Les États-Unis ont affirmé qu'Israël se devait de faire la distinction, ce que vous dites aussi en substance, dans ces opérations militaires entre le Hamas et les civils palestiniens. Mais enfin, on sait tous que le Hamas cache des infrastructures sous les hôpitaux, sous les écoles. Ça a été longuement commenté, y compris dans la presse très sérieuse américaine. Encore récemment, le Washington Post. Est-ce que le Hamas ne joue pas un jeu dangereusement cynique et finalement, est-ce que le droit de la légitime défense est-il compatible avec le respect du droit humanitaire? C'est toute la difficulté. Le Hamas est évidemment dans cette manipulation absolument terrible, prête à sacrifier des innocents, des vies palestiniennes pour leur cause terroriste et génocidaire. C'est évident. Mais est-ce que la responsabilité de ceux qui sont quand même la puissance occupante et colonisatrice, je le rappelais quand même, Israël, est justement de ne pas privilégier la protection des civils à finalement ce qu'on appelle une espèce de légitime défense. Moi, je crois que oui. Encore une fois, nous avons un groupe terroriste qui a mené des atrocités le 7 octobre. Mais le contexte depuis des mois et des années, c'est quoi? C'est un État occupant, un État colonisateur qui, avec son armée, commet des crimes de guerre. Donc évidemment que rien ne justifie rien, mais on ne peut pas non plus faire comme si l'histoire avait commencé le 7 octobre. Donc moi, je le redis, ce que fait le Hamas est absolument cynique, immonde. Mais le gouvernement israélien, doit aussi assumer devant la face du monde qu'aujourd'hui, il ne fait aucun cas des vies civiles palestiniennes quand il bombarde Gaza. Et c'est ça que nous ne pouvons nous accepter. Mais et c'est ça que nous devrions dénoncer. Est-ce que, sincèrement, Israël a-t-elle le choix? C'est l'impunité pour le Hamas si rien ne se passe? Alors, Israël aurait pu, depuis des années, choisir autre chose que la colonisation et la violence. Elle aurait pu essayer de construire une solution à deux États. Je rappelle encore une fois que c'est M. Netanyahou et ses alliés, des ministres aujourd'hui à son gouvernement, qui disent à visage ouvert, il y a encore un peu avant le 7 octobre, il y a encore très peu de temps, que le Hamas est une bénédiction pour eux, parce qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Donc tous ces choix politiques, ils ne sortent pas de nulle part. Donc maintenant, effectivement, il y a eu le massacre du 7 octobre. Bien sûr qu'il faut lutter contre le Hamas, mais la priorité, je le redis, libération des otages, cessez-le-feu, casque bleu, arrêt de la colonisation et discussion d'une solution à deux États. Voilà. Ceux qui disent il n'y aura jamais deux États tant que le Hamas n'a pas été éradiqué sont des menteurs. Mais le Hamas ne veut pas de la solution à deux États. Ils veulent l'éradication d'Israël. Mais il n'y a pas que le Hamas. Il y a une autorité palestinienne, certes qui n'est pas en grande forme et dont la crédibilité est entamée. Il n'empêche, ce sont eux qui dirigent aujourd'hui la Cisjordanie. S'il y avait une conférence pour la paix, s'il y avait des casques bleus, si vraiment on était en train d'essayer
essayer de construire cela, je pense que nous pourrions avancer. C'est faux de dire le contraire et c'est faux de dire que ce qui est en cours est simplement là pour éradiquer le Hamas. Je le redis, ce qu'on veut, c'est mettre fin, une bonne fois pour toutes, à l'État palestinien. C'est d'ailleurs là-dessus que M. Netanyahou est revenu aux affaires en 2019. Selon le New York Times, qui cite des responsables arabes et israéliens, le Hamas a passé des années à stocker de la nourriture, de l'eau, mais aussi du carburant et tout ce qui est nécessaire à un combat de longue haleine, alors que la population manque absolument de tout. La situation humanitaire est absolument dramatique sur place. Encore une fois, il n'y a pas un cynisme du Hamas. Pourquoi le Hamas prive la population ? Bien sûr que si, parce que ce groupe-là, lui, n'est dans une visée première qui est de s'en prendre à l'État d'Israël, qui est de mener ses actions terroristes. Et donc, évidemment qu'il y a un cynisme et une manipulation absolument terrible. Mais est-ce que la population palestinienne, dans son ensemble, est finalement comptable de cela ? Elle en est la première victime. Donc, nous, notre responsabilité, c'est de se tenir à ses côtés et de ne pas jouer le jeu cynique du Hamas ou servir l'agenda politique guerrier et colonialiste de M. Netanyahou. Vous parliez des otages, on le rappelle, 229 Israéliens ou binationaux, d'ailleurs d'autres pays toujours aux mains du Hamas. Le Hamas qui propose d'échanger tous ces otages contre tous les prisonniers palestiniens dans les prisons. Est-ce qu'Israël a intérêt à accepter cette offre, selon vous ? Elle a intérêt, en tout cas, à tout mettre en œuvre pour libérer ces otages et à avoir une discussion. Peut-être qu'il ne faut pas libérer tous les... Ce n'est pas à moi de le dire. Ce que je sais, c'est qu'il ne peut y avoir qu'une négociation si véritablement on veut la libération de ces otages. Sinon que M. Netanyahou assume, mais c'est déjà ce qu'il est en train de faire, et c'est-à-dire de sacrifier les otages. Vous savez, je regardais un chiffre avant de venir dans votre émission. Il y a 15 jours, 2 Israéliens sur 3 étaient pour une offensive terrestre. Aujourd'hui, seulement 1 sur 3. Parce qu'ils voient très bien que ça va être au prix du sacrifice des otages, et ils voient très bien que ça va les entraîner dans une guerre totale, et ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. D'ailleurs, on parlait de manifestations tout à l'heure. En Israël, les manifestations pour la paix sont autorisées. On va y revenir, mais tout d'abord, à propos d'otages, il y a cette visite qui a curieusement été assez peu commentée la semaine dernière, cette rencontre à Moscou entre le vice-président russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, avec un haut responsable du Hamas, Moussa Abou Mazoud, qui expliquait d'ailleurs accessoirement dans l'émission Complément d'enquête, nier les victimes civiles du 7 octobre. Visite au cours de laquelle la délégation s'est engagée à libérer les 8 otages binationaux russo-israéliens, ajoutant considérer la Russie comme un ami très proche. Quel est le jeu trouble auquel joue Moscou, qui a pourtant été longtemps l'ami d'Israël ? Je crains malheureusement que, effectivement, aujourd'hui, Moscou ait d'autres priorités, et notamment celle de pouvoir déstabiliser un maximum tous ceux qu'il estime être des alliés de l'Ukraine. Donc, quand l'Iran, qui a joué un rôle évidemment important dans le massacre et les attentats du 7 octobre en soutenant le Hamas, y procède, c'est très probablement avec l'appui de Moscou. Aujourd'hui, vous avez une tentation de M. Vladimir Poutine de se faire passer pour finalement pour le chef de cet axe non aligné, le chef de ceux qui résistent à l'Occident. Et malheureusement, il est en train d'avancer ses pions dans ce sens. Moi, je fais partie de ceux qui ont soutenu dès le début le soutien de livraison d'armes à l'Ukraine et qui disent qu'il faut soutenir les Ukrainiens encore aujourd'hui, évidemment. Mais dans le même temps, là aussi, nous avons eu un certain nombre de pays du Sud qui n'ont pas compris cela. Pourquoi ? Parce que quand il y a des conflits au Soudan, au Congo, ailleurs, on ne s'occupe pas de ce qui se passe là-bas. Quand des réfugiés veulent quitter la guerre en Afrique ou au Moyen-Orient, c'est toujours très compliqué pour eux de venir en Europe, alors que les réfugiés ukrainiens ont pu venir. Et surfant là-dessus, M. Poutine aujourd'hui continue avec la question palestinienne pour se poser comme l'ami des pays du Sud et celui qui permettrait de répondre à l'Occident. Ce serait vraiment la pire catastrophe. Voilà, ce serait vraiment la pire catastrophe géopolitique à laquelle on pourrait assister. Aurélien Taché, il y a eu des manifestations de soutien aux Palestiniens dans le monde entier ce week-end. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Londres, Zurich, Madrid, aux États-Unis. La France, seul pays à interdire ces manifestations en soutien aux Palestiniens. Pourquoi, selon vous ? Je crains malheureusement qu'il n'y ait des raisons politiques derrière tout cela. Quand j'entends Monsieur Laurent Nunez, qui pourtant n'est plus ministre, mais préfet de Paris, dire qu'il n'y a pas de risque pour l'ordre public, il n'y a pas de risque de débordement. J'ai moi-même été à la manifestation il y a une dizaine de jours qui était autorisée. Il n'y a eu effectivement aucun débordement. J'ai été aussi à celle de samedi dernier, samedi-là, il n'y a eu aucun débordement non plus. Non, il nous dit que c'est moral. Il nous dit qu'il interdit pour des raisons morales. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Des propos antisémites et négationnistes. Alors d'abord, je n'ai entendu aucun de ces propos.
Je ne dis pas, je ne peux pas avoir entendu tout ce qui s'est dit dans la manifestation. Il y en a eu, mais bon, en tout cas, la majorité des pancartes que moi j'ai vues... Voilà, il y a eu des pancartes, effectivement, des militants qui ont expliqué face caméra, le Hamas n'est pas une organisation terroriste, mais de résistance, les Juifs sont des criminels, Macron complice. À quelques mètres de vous, Thomas Porte, qui qualifie Israël d'État terroriste. Est-ce que ce sont des propos que vous reprenez à votre compte? Mais évidemment que non, évidemment que je condamne ces propos totalement. En revanche, interdire une manifestation parce que vous ne pouvez pas contrôler la parole de chacun des manifestants, ça n'est pas ça, la liberté de manifester. Encore une fois, ça n'est pas ça. Dans chaque manifestation, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui ont des idées que vous condamnez ou des propos que vous condamnez. La liberté de manifester, c'est permettre à tous ceux qui, dans leur immense majorité, étaient là pour la paix. Je le répète, moi, la majorité des pancartes que j'ai vues, c'est Juifs et Arabes ensemble pour la paix. C'est voilà, moi j'ai vu beaucoup plus de pancartes comme ça qu'autre chose. Et Aurélien Taché, vous êtes un élu de la République, vous êtes député. Cette manifestation a été interdite en France. Est-ce que c'est la place d'un élu de la République que d'être dans une manifestation interdite par la préfecture de police et par la justice? J'ai bien réfléchi avant de me rendre à cette manifestation. Je considère que si mon pays aujourd'hui, qui se dit une grande démocratie, et j'espère qu'il le restera, estime qu'il peut interdire des manifestations pour des raisons morales, et donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que soutenir le peuple palestinien est immoral. Ça relève pour moi du même discours que celui de M. Netanyahou. Si c'est ça aujourd'hui le droit français, ou en tout cas les décisions prises par les autorités françaises, je pense que ma place est là-bas. Je refuserai catégoriquement, en tant qu'élu de la République, qu'on explique que la liberté de manifester en fonction des causes est à géométrie variable et que la morale est décidée par monsieur le préfet de police. Mais vous étiez aux côtés des militants d'NPA, on connaît leurs propos sur le Hamas, qui est pour eux un mouvement de résistance, à côté de la France insoumise qui a souvent dérapé sur ce sujet. Ça ne vous dérange pas d'être assimilé aux propos de ces gens-là? Je ne suis assimilé à personne. Je suis ce matin à votre antenne, j'ai rappelé mes positions, elles sont très claires. Encore une fois, quand j'ai été dans des manifestations sur de tout autre sujet, j'étais aussi à côté, par exemple, des manifestations, je sais pas moi, contre les retraites. Il y a aussi des gens du NPA qui vous expliquent qu'il faut aller tout de suite abattre l'État, réquisitionner toutes les usines ou commettre je ne sais quelle violence. Je suis pas d'accord avec eux. Ça m'empêche pas d'aller manifester contre les retraites. Pourquoi dès qu'il s'agit de la question palestinienne, ou dès qu'il s'agit effectivement de sujets qui sont liés à la demande de la paix dans un certain nombre de pays comme la Palestine, on a un deux poids deux mesures? Non, je refuse cela, et donc je ne regrette pas d'être à cette manifestation, et j'en organise d'ailleurs une moi-même ce soir à Cergy, un rassemblement autorisé pour la paix. Jusqu'ici, il est autorisé. Après, vous savez, comme aujourd'hui, on a les interdictions très tard, parce que ça évite de pouvoir les contester, parce que c'est ça aussi la France d'aujourd'hui. On verra si elle est maintenue. J'espère que oui, il n'y a pas de raison. Nous appelons à la paix. Ce sera effectivement pacifique, mais c'est important que les gens puissent exprimer leur solidarité. Aurélien Taché, vous avez été élu sous l'étiquette NUPES. On voit que ce conflit israélo-palestinien a précipité un petit peu l'éclatement de cette alliance. Côté PS, c'est un moratoire. Côté PCF, c'est un vote en faveur d'une nouvelle force à gauche. Et côté écologiste? Côté écologiste, nous avons appelé à travers l'expression de Cyrielle Châtelain et du groupe écologiste à l'Assemblée nationale à une assemblée générale des 151 députés de la NUPES. Je rappelle que la NUPES, c'est d'abord l'intergroupe de l'Assemblée nationale. C'est là que nous nous sommes construits. Moi, je souhaite que ce soit plus. Je souhaite que ça devienne une construction politique, parce que j'y crois encore beaucoup à cette union qui a permis aux électeurs de gauche d'enfin retrouver de l'espoir. Nous appelons à cette Assemblée générale des 151 députés pour trouver des modes de fonctionnement différents, peut-être plus démocratiques, peut-être plus partagés, mais nous sommes viscéralement attachés à cette union, et je pense que il y a des choses sur lesquelles nous devons réfléchir. Les questions internationales, par exemple, nous aurions peut-être dû les travailler davantage ensemble avant. C'est ce que dit d'ailleurs Cyrielle Châtelain ce week-end dans un entretien, et elle a raison. Donc travaillons à ces points de désaccord, mais continuons d'avancer ensemble, car nous sommes la seule perspective politique pour ceux qui refusent d'avoir en 2027 l'extrême droite au pouvoir, ou l'un des successeurs de M. Macron. Avec toujours Mélenchon à la tête. En février dernier, vous faisiez une interview où vous disiez stop au Mélenchon bashing. Est-ce que vous réitériez aujourd'hui? Oui, je le redirai sans problème. Je considère que ceux qui ont des comptes à régler avec Jean-Luc Mélenchon ne sont pas toujours de très bonne foi. C'est lui qui a fait 22% à l'élection présidentielle. C'est lui qui a permis à des gens qui n'avaient pas voté depuis très longtemps, moi je l'ai vu à Cergy dans les quartiers populaires, d'aller voter même parfois pour la première fois, et qui a ensuite fait la NUPES. Moi, je ne sais pas si c'est M. Mélenchon qui doit être notre candidat en 2027. Je sais une chose, c'est que de toute façon, il n'est pas possible de construire une candidature unitaire en 2027 sans en discuter avec lui et ses amis. C'est évident, c'est une évidence. Alors, autre conséquence en chaîne depuis l'attentat
attentats d'Arras, sans doute consécutifs aux événements en Israël. Gérald Darmanin a promis de durcir sa loi immigration, notamment sur l'expulsion des étrangers. Il y a ce fameux article 3 qui cristallise l'attention. Il prévoit, je rappelle, la régularisation des travailleurs sans papier. C'est dans les métiers de tension, c'est la ligne rouge fixée par le LR pour voter ce texte. Vous n'avez pas co-signé, vous, la tribune de septembre de membres de la NUPES, et de majorité favorable à l'article 3. Où en êtes-vous dans votre réflexion ? Moi, écoutez, je considère toujours que ce projet de loi est extrêmement déséquilibré. De toute façon, même si l'article 3 y figure, je ne pourrais pas voter ce projet de loi. Je pourrais voter l'article 3 éventuellement, parce que j'ai toujours dit que toutes les solutions qui permettaient à des gens qui finalement aujourd'hui sont dans la difficulté d'être aidés, je soutiendrai cela. Moi, je vois encore une fois très souvent à Cergy des gens qui travaillent, qui malheureusement n'ont pas les papiers. Et vous savez, les gens, leurs voisins ne me disent pas Monsieur Taché, pourquoi vous ne faites pas expulser ces gens ? Ils disent pourquoi vous ne donnez pas des papiers à mes voisins qui travaillent et qui méritent cela. Donc moi, ma réflexion, elle est toujours la même. Aujourd'hui, dans l'essentiel de ce texte, il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas de mesures pour que les gens puissent s'intégrer vraiment, pour qu'ils puissent accéder plus facilement et plus tôt à des cours de français, pour qu'ils puissent effectivement accéder à l'emploi, alors qu'il existe tout un tas de freins légaux. Donc moi, je continuerai, et d'ailleurs, je proposerai des choses pour aller dans le sens d'une plus grande intégration. J'avais fait un rapport là-dessus en 2018 et je continuerai de travailler dans ce sens. Mais le projet de loi proposé tel qu'aujourd'hui par M. Darmanin ne me semble répondre à rien, simplement à sa volonté de séduire un électorat d'extrême droite. Vous êtes d'ailleurs un spécialiste de l'intégration. 500 000 étrangers qui arrivent en France chaque année. Aujourd'hui, est-ce que la France est en mesure d'intégrer correctement ces étrangers ? Alors, sur les chiffres qui sont donnés plutôt avec les titres de séjour, on est plutôt autour de 250 000, 300 000. Mais d'abord, il y a des gens très différents là-dedans. Vous avez des gens qui viennent juste pour étudier. Vous avez peut-être 100 000 personnes qui viennent pour étudier, qui vont repartir. L'immigration légale, effectivement. Voilà. D'autres qui sont là pour rejoindre de la famille, qui sont... Évidemment qu'on peut le faire. Et il y a le droit d'asile. Voilà, et le droit d'asile. Et vous avez à peu près autant de gens qui repartent chaque année de France. Donc évidemment qu'on peut le faire, mais encore faut-il se donner les moyens. Quand vous avez aujourd'hui des freins légaux sur l'emploi, parce que c'est difficile de recruter quelqu'un qui n'est pas, même avec un titre de séjour, qui n'est pas français. Quand vous avez des cours de français trop absents, quand vous avez tout un tas de choses qui manquent pour que finalement les gens puissent trouver leur place, il ne faut pas s'étonner ensuite que vous ayez un taux de chômage plus important, par exemple, chez les populations immigrées. Donc moi, c'est à tout ça que je voudrais qu'on réponde, et malheureusement, le texte fait très largement l'impasse sur ces questions. La circulaire, vous vous en contenteriez, parce que ça peut se terminer comme ça, ça peut se tracter comme ça, cet article 3, de toute façon, ou c'est finalement hypocrite. Non, mais de toute façon, c'est une circulaire de prise, tant mieux. Je ne vais pas vous dire que... Mais ça ne changera pas le vote, mon vote ou celui des écologistes ou des membres de la NUPES sur ce texte qui sera négatif. Ce texte vise d'abord à assimiler les étrangers à des délinquants. C'est ça, la principale philosophie de ce texte. C'est de dire que si on pouvait expulser n'importe qui, n'importe comment, il n'y aurait plus de délinquance en France. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Vous rejetez tout lien entre l'immigration et la délinquance ? Tout à fait, je le rejette, et je ne suis pas le seul. Il y a une série d'études qui ont été très sérieuses, qui ont été remises d'ailleurs par le Centre de prospective internationale qui est rattaché à Matignon, au service de Madame Borne, qui conclut qu'on ne peut absolument pas démontrer le lien entre immigration et délinquance. Aujourd'hui, Gérald Darmanin veut favoriser les expulsions d'étrangers. Le terroriste qui a tué ce professeur à Arras était fiché S. Est-ce que vous êtes favorable à cette Oui. Que les gens qui sont une menace pour la sécurité de nos concitoyens et qui sont en France doivent être expulsés. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Mais ça, on peut déjà le faire avec le droit actuel. Non, c'est très compliqué. Vous le savez, il y a des droits de recours, comme ça a été le cas pour ce terroriste. Vous le savez. Ce qui est surtout compliqué, c'est que les pays d'origine n'acceptent pas forcément le retour des gens sur leur sol. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Mais ça, c'est un travail diplomatique plus qu'un travail d'une énième loi qui vise à quoi ? Alors, la Tchétchénie avait accepté justement ces circulaires. Je regrette profondément que cette personne n'ait pas été expulsée. Je ne suis pas contre toutes les expulsions. Quand quelqu'un est dangereux pour les Français, il doit pouvoir être expulsé. Mais là, ce qui est mis dans la loi, ça va bien au-delà de ça. Et l'idée d'un référendum pour réformer la Constitution et aller peut-être au-delà des traités, notamment européens. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée qui est portée aujourd'hui par la droite ? Non, je ne suis pas du tout favorable à cette idée. D'abord, ça nous ferait évidemment sortir d'un certain nombre de traités. Vous venez de le rappeler à l'instant. Moi, je souhaite que la Convention de Genève, qui protège le droit d'asile, qui est au fondement de la civilisation européenne, ce droit d'asile, on puisse le préserver. Je souhaite aussi que finalement la Convention européenne des droits de l'homme,
qui est un magnifique texte qui protège les droits de l'homme, et les droits de l'homme, c'est le socle de la France, soit préservé. Et un référendum sur cette question ne ferait qu'agiter des passions populistes et xénophobes. Nous n'avons pas besoin de ça dans le pays, nous avons besoin de rassemblement et de paix. Merci beaucoup Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise, d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio.